Chers participants, après le transport individuel, il est temps de voir les économies d'énergie que l'on peut faire aussi sur les transports collectifs, même s'ils représentent qu'une faible part de la consommation d'énergie finale, dont l'évolution est représentée ici à gauche avec les différentes flèches jaunes. La flèche du bas indique l'augmentation de consommation d'électricité qui est prévue avec le scénario 2050 bas par rapport à 2011. Et la flèche du haut, la flèche incurvée, indique les carburants dont on a vu une grande partie avec les transports individuels. La demande de mobilité est toujours en croissance depuis la fin de la dernière guerre. Elle s'exprime, comme sur ce diagramme consacré au transport terrestre, en milliards de voyageurs kilomètres. La courbe grise montre l'augmentation constante du trafic routier individuel au fil de toutes ces années. La courbe jaune foncé, intermédiaire, montre l'accroissement de l'utilisation des transports publics par rail avec une relative forte croissance, surtout dans les 10 dernières années. Et la courbe jaune clair, ici, montre une certaine stabilisation des transports routiers publics par route, qui reste relativement stable au cours de ces dernières années. De gros efforts sont prévus, tant dans la promotion de la mobilité douce que de celle des transports ferroviaires, sans oublier les nouvelles formes d'organisation du travail, comme le télétravail, forme qui pourrait soulager les réseaux. Néanmoins, les voyageurs kilomètres devraient continuer à croître et la répartition entre transports collectifs et individuels, telle que prévue par l'Office fédéral du développement territorial, n'est pas prête à changer fondamentalement. Une croissance est prévue pour tous les modes, comme on le voit ici, le transport individuel motorisé, qui est la plage bleue, pour le transport voyageur ferroviaire, qui est la plage rouge, et finalement aussi pour la mobilité douce, qui est la plage verte sur ce diagramme. En termes de consommation du trafic routier, le transport collectif avec des bus raisonnablement pleins est toujours gagnant. Dans cet exemple, on a considéré le cas idéal d'une petite voiture hybride à gauche pour le transport individuel et d'un bus de tourisme de dernière génération pour le transport collectif à droite. On voit ici que la voiture hybride, avec 2 personnes à bord, conduit à des émissions par kilomètre passager de 44 grammes de CO2 par kilomètre à partir d'une consommation moyenne de la voiture de 3,8 litres au 100 km ici, alors que le bus de dernière génération transportant 50 personnes a une consommation de l'ordre de 21 litres par 100 km de combustible diesel et cela conduit par passager, s'il est plein, à 11 grammes de CO2 kilomètre avec ce bus. Donc en gros, on peut dire que les émissions de CO2 par passager sont de l'ordre de 4 fois plus élevées avec le transport par petite voiture hybride dans le cas présent, si notamment le bus, bien sûr, est plein et si la voiture ne comprend que 2 passagers. Cette figure tridimensionnelle, qui est un peu surprenante de prime abord, illustre la densité de desserte en transport public en Suisse. Et sans surprise, c'est sur le plateau suisse qu'on retrouve les pics de densité de satisfaction de services publics, alors que les régions montagneuses ont relativement peu de services. Et on voit également le Tessin ici qui a des zones à plus forte densité de transport public. Cette figure illustre sous une autre forme
l'importance relative des principaux modes de transport public, avec une faible proportion pour les bateaux, la navigation sur les rivières, et une proportion plus importante pour le trafic aérien, et finalement les transports publics routiers ici et les plus utilisés que sont le rail et la totalité des transports publics est représentée ici par ces petits bonshommes en bas qui représentent tous une certaine quantité parcourue par ces différents modes de transport. En ville, les trolleybus représentent une alternative intéressante, même s'ils nécessitent une infrastructure encombrante. Les premiers trolleybus datent du siècle passé, comme on le voit sur cette image de gauche ici, avec cette ligne aérienne qui alimente ce premier trolleybus électrique de 1882. Ces trolleybus sont toujours d'actualité et ils peuvent maintenant être équipés de stockage électrique à bord pour augmenter la flexibilité d'utilisation en fin de ligne au-delà du réseau câblé lui-même. L'utilisation de l'électricité a des avantages environnementaux en termes d'émissions et de bruit qui sont très appréciables en ville. À noter que l'efficacité de ces trolleybus est déjà très élevée et on ne peut pas attendre des progrès considérables dans ce domaine. Pour les trains routiers, la tendance est à un accroissement des dimensions et du tonnage pour limiter à la fois les frais et les émissions. Une autre approche qui peut être complémentaire est de les transformer en véhicules à gaz naturel liquéfié au lieu du carburant diesel. Et ainsi, on peut bénéficier des réductions d'émissions de CO2 inhérentes au gaz naturel. Le passage au gaz naturel carburant, qu'il soit stocké à bord sous forme comprimée ou sous forme liquéfiée à moins 150 degrés, conduit cependant à une baisse de puissance à cylindrée égale du moteur et à des émissions de méthane imbrûlé non négligeables, mettant la pression sur la qualité du réglage des moteurs. À terme, le transport modal, route-rail, devrait se développer avec des gares de chargement rapides de plus en plus développées, ce qui devrait également conduire à des réductions de consommation au niveau du transport des marchandises notamment. La consommation d'énergie est de loin pas le seul paramètre dans les transports, car la rapidité joue un rôle crucial, notamment en matière de concurrence entre les modes de transport. Pour les TGV du futur, on envisage une réduction de consommation de 35%. Au cours du dernier siècle, les progrès ont été manifestes, comme on le voit sur cette figure. Si en 1982, un train à vitesse maximale de 240 km à l'heure avait une consommation, un indice de consommation de 100%, eh bien, en 1997, le train roulant à 275 km à l'heure, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement, n'avait qu'une consommation de 69%. Et finalement, en 2011, le même train, ou modifié, on voit ici la tête de ce train, roulant au maximum à 320 km à l'heure, ne consommait plus que 67% par rapport à cette consommation de référence du train de 1982. Il existe plusieurs secteurs d'un train où des économies d'énergie, voire d'émissions de particules, peuvent être réalisées, comme le montre cette figure d'un fabricant bien connu. On y retrouve non seulement l'aérodynamique, qui peut représenter une réduction de l'ordre de 10%, mais on trouve également les moteurs à aimant permanent d'entraînement avec des économies
de 2%, on trouve également des systèmes annexes comme les systèmes de climatisation qui peuvent représenter jusqu'à 26% de réduction et d'économie d'énergie dans le futur. Et on voit qu'il y a ici toute une liste d'éléments qui sont susceptibles d'apporter des économies d'énergie dans le transport sur rail. Pour réduire les pertes de roulement et diminuer les émissions de particules issues du frottement, on envisage et teste déjà la sustentation magnétique, ou on parle de lévitation magnétique, qui permet d'éviter tout contact entre le train et la voie qui est ici une sorte de monorail, et un certain nombre de ces équipements sont déjà testés sur des tronçons importants. D'autres concepts complémentaires, et un bien connu en Suisse, consiste à faire circuler les trains du futur dans des tubes sous vide partiels, comme le concept de Swiss Métro, permettant d'aller plus vite encore et avec moins de pertes de frottement, et donc des économies d'énergie supplémentaires. Cependant, les infrastructures requises, les tracasseries sécuritaires et éventuellement les réticences psychologiques des usagers restent des obstacles importants à surmonter avec ce type de technologie. Pour les réseaux urbains, le succès de projets comme le métro automatique M2 à Lausanne ouvre de nouvelles perspectives pour des principales régions de Suisse à haute densité. Toutefois, la création de lignes enterrées reste très chère et tout dépendra des choix et des contraintes politiques dans les 20 à 35 ans qui viennent. Les trams représentent une solution moins coûteuse, une solution de surface, mais nécessitent l'acceptation de conflits potentiels avec le transport routier. Néanmoins, plusieurs nouvelles lignes vont voir le jour dans le futur considéré et la densification de l'habitat en cours devrait encore contribuer à leur stimulation. Sur le plan énergétique et écologique, l'avion n'a a priori pas bonne réputation, mais son bilan est moins mauvais qu'on pourrait le penser. En effet, c'est essentiellement au décollage et à l'atterrissage qu'un avion dépense beaucoup d'énergie et émet les plus grosses quantités de polluants et de CO2. Là encore, des progrès sont en cours au niveau des matériaux et surtout des turboréacteurs qui sont désormais moins gourmands et plus silencieux. Avec l'émergence de pays comme la Chine ou l'Inde, des avions encore plus gros et encore plus économiques sont envisagés. Ceci va stimuler une demande très forte et il va falloir continuer les efforts visant à décroître la consommation de ces avions. En plus des gains de rendement des moteurs d'avion, l'option d'utiliser des biocarburants liquides, bien sûr, est de plus en plus étudiée, voire testée déjà par l'industrie aéronautique. À titre de rappel, la plus grande partie de la consommation du transport aérien n'a pas été prise en compte dans notre calculateur. Finalement, une option aussi considérée est le stockage à bord d'hydrogène liquéfié, et pour ça, il faut travailler à moins 250 degrés C, avec l'hydrogène qui peut être produit au sol par énergie solaire, des panneaux par exemple photovoltaïques, et ensuite un hydrolyseur qui permet de réaliser, de faire cet hydrogène et de le refroidir jusqu'à moins 250 degrés. Et on voit ici comment un tel avion avait que des réservoirs d'hydrogène dans la partie supérieure est imaginé. En conclusion, les besoins de mobilité ne font que croître et tous les moyens de transport vont être sollicités. Les progrès d'efficacité énergétique sur tous les modes principaux de transport devraient cependant substantiellement limiter la hausse de consommation et d'émissions. Pour le transport routier, comme le transport aérien,
une substitution graduelle des carburants de type fossile par des carburants bio ou synthétiques réalisés à partir d'énergies renouvelables devrait alléger la pression sur les ressources, dont notamment le climat qui nous préoccupe particulièrement maintenant.